On la connaît tous, cette histoire. L'histoire de la carotte et du bâton. C'est cette idée, vieille comme le monde, que pour faire avancer quelqu'un, il suffit d'agiter une récompense sous son nez. Une prime, une promotion, un bonus. Simple, non? Et pourtant, dans les bureaux, les usines, les open space, il y a un paradoxe assez étrange. On a l'impression que plus on offre de carottes, moins les gens ont envie de courir. C'est le grand mystère de la motivation au travail. Une véritable énigme qui coûte des milliards et qui épuise tout le monde, manager comme employé. Aujourd'hui, on va pas juste poser le problème, non, on va le déconstruire, le disséquer et surtout, on va découvrir ensemble l'histoire d'une entreprise qui a trouvé la solution, dans une situation qui semblait complètement désespérée. Accrochez-vous parce qu'on va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la récompense. Commençons par le cœur du problème. Cette question, elle nous touche tous, d'une manière ou d'une autre. Qui n'a jamais reçu cette fameuse prime de fin d'année qui, une fois les impôts passés, ressemble plus à une tape dans le dos un peu coûteuse qu'à un vrai levier de motivation? Ou qui n'a jamais vu ce tableau de l'employé du mois prendre la poussière sans que personne ne sache vraiment pourquoi cette personne a été choisie? Le problème, c'est qu'on traite la motivation comme une simple transaction. Tu fais ça, je te donne ça. Sauf que la motivation humaine, c'est bien plus complexe, bien plus subtil. C'est une mécanique de haute précision. Et la plupart des entreprises essayent de la réparer avec un marteau. Résultat, les courses, zéro motivation. Au mieux de l'indifférence et au pire, un cynisme total. Alors pourquoi ce système, qui a l'air si logique sur le papier, échoue aussi lamentablement dans la pratique? Et voilà le casse-tête. D'un côté, on a une exigence de productivité qui ne fait que grimper. Il faut faire plus, mieux et plus vite. De l'autre, on a des outils de motivation, les récompenses, qui ont l'air d'avoir perdu tout leur pouvoir. C'est un peu comme essayer d'ouvrir une serrure biométrique avec une vieille clé rouillée. Ça ne peut pas marcher. Les entreprises investissent des fortunes dans des systèmes de bonus, des plans d'intéressement, des avantages en tout genre. Mais la courbe de l'engagement, elle, reste désespérément plate. Le lien entre l'effort qu'on fournit et la récompense qu'on perçoit est complètement cassé. C'est ce puzzle complexe, à la croisée de la psychologie, de l'économie et du management, qu'on va tenter d'assembler ensemble, pièce par pièce. Ah, la solution de facilité, l'idée magique, le réflexe quasi pavlovien de, 99% des organisations, pour que les gens travaillent plus, il suffit de les payer plus. L'équation est si simple, si séduisante, mais c'est une illusion. Bien sûr, personne ne va refuser une augmentation, on est d'accord. Mais des décennies de recherche en sciences du comportement nous le prouvent. Une fois qu'un certain niveau de confort financier est atteint, l'argent n'est plus le moteur principal. Ça devient ce qu'on appelle un facteur d'hygiène. Son absence démotive, oui, mais sa présence ne motive pas forcément plus. Penser que l'argent est la seule réponse, c'est ignorer complètement le besoin de reconnaissance, de sens, d'autonomie. C'est voir le monde du travail en noir et blanc alors qu'il est en couleur. Si l'argent suffisait, les traders de Wall Street seraient les employés les plus heureux et épanouis du monde. On sait tous que la réalité est légèrement différente, n'est-ce pas? Bon, à ces théories, passons à la pratique, avec une histoire qui a presque valeur de légende. Une histoire qui nous emmène au cœur de l'industrie automobile américaine, à une époque où tout semblait perdu. Et cette histoire, c'est celle de Saturn Corporation. Ce n'est pas juste l'histoire d'une boîte, c'est celle d'une expérience humaine et managériale complètement radicale. Une tentative un peu folle de réinventer la façon de construire des voitures, mais surtout la façon de travailler ensemble. Saturn est née des cendres d'une industrie en pleine crise et elle est devenue le symbole qu'une autre voie était possible. Pour bien comprendre l'exploit de Saturn, il faut se replonger dans l'ambiance des années 80. L'industrie automobile américaine, qui était la reine du monde, est à genoux. Les voitures japonaises, plus fiables, plus économiques, déferlent sur le marché. Chez les géants de Détroit, l'ambiance est toxique. Les chaînes de montage sont de vrais champs de bataille entre une direction arrogante et des syndicats sur la défensive. La qualité, un concept lointain. Le moral des équipes, inexistant. On parlait même de la culture du lundi et du vendredi parce que les voitures assemblées ces jours-là étaient de qualité notoirement inférieure. C'est dans ce climat de quasi-guerre civile industrielle que General Motors lance le projet Saturn. Un pari complètement insensé. Créer une nouvelle entreprise à partir de zéro, avec une nouvelle culture, pour prouver qu'on pouvait faire les choses différemment. Et c'est là que la magie opère. Regardez bien ce tableau, parce qu'il est la clé de tout. À gauche, on a le vieux monde, l'obsession de la quantité. Produire, 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 peu importe la qualité. La culture, une pyramide hyper rigide où les ordres descendent et les problèmes remontent. Les récompenses, un salaire, et c'est tout. Et à droite, la révolution Saturn. L'objectif, ce n'est plus de produire le plus de voitures possible, mais de produire les meilleures voitures, celles qui rendront les clients vraiment heureux. La culture change du tout au tout, on casse la pyramide. Les ouvriers, les ingénieurs, les managers, tout le monde travaille ensemble, en petites équipes autonomes. Les décisions se prennent par consensus. Et surtout, les récompenses. Ce n'est plus juste un salaire, c'est un système complet. Une partie du salaire est variable, elle dépend de la qualité et de la rentabilité de l'entreprise. Tout le monde, de l'ouvrier au PDG, est dans le même bateau. On ajoute à ça de la reconnaissance publique, de la formation continue et une vraie implication dans les décisions. On n'est plus dans le « fais ton travail et tais-toi », mais dans le « ton avis compte et ta réussite, c'est notre réussite ».
Et le résultat de cette expérience un peu folle, il a dépassé toutes les attentes. Les voitures Saturn sont devenues un vrai phénomène. La qualité était au rendez-vous, rivalisant avec les meilleures japonaises. Les clients n'étaient pas juste satisfaits, ils étaient fans. Ils organisaient des pique-niques géants devant l'usine, envoyaient des lettres de remerciement. La fidélité à la marque a atteint des sommets. Et à l'intérieur de l'usine, le changement était tout aussi incroyable. L'absentéisme s'est effondré, la productivité a explosé. Les employés parlaient de leur travail avec une fierté qu'on n'avait pas vue à Détroit depuis des décennies. Saturn a prouvé que ce n'était pas une question d'argent ou de technologie, mais bien une question de culture et de respect. Ils avaient résolu le casse-tête. L'histoire de Saturn, c'est génial, mais ce n'est pas juste une belle anecdote pour se sentir bien. C'est une méthode, une véritable feuille de route qui peut être adaptée par n'importe quelle organisation, peu importe sa taille ou son secteur. On va maintenant décortiquer cette méthode pour en faire un plan d'action concret. Comment on passe de la carotte qui ne marche pas à un vrai écosystème de motivation? C'est ce qu'on va voir étape par étape. 4 étapes, tout est là. Étape 1, la clarté avant tout. Si les gens ne savent pas ce qu'on attend d'eux, comment peuvent-ils réussir? Il faut des objectifs clairs, précis, mesurables. Pas un vague « soit plus proactif », mais plutôt quelque chose comme « réduit le temps de réponse client de 15%. Étape 2, et attention, c'est peut-être la plus cruciale de toutes, l'équité. Un système de récompense doit être transparent comme de l'eau de roche. Les règles doivent être connues de tous, basées sur des données objectives, pas sur du favoritisme. L'idéal, comme chez Saturn, c'est même de construire ce système avec les équipes. Étape 3, la communication. Un bonus versé en silence n'a quasiment aucun impact. La reconnaissance, elle, doit être visible, célébrée. Et le feedback, qu'il soit bon ou mauvais, doit être constant. Et enfin, étape 4, l'humilité. Aucun système n'est parfait du premier coup. Il faut le mesurer, l'analyser, l'ajuster. C'est un organisme vivant, pas une table de loi gravée dans le marbre. Et ce schéma, il illustre parfaitement le secret de la méthode Saturn, la diversification. Un bon système de motivation, c'est un cocktail, pas un single malt. Oui, les récompenses financières sont importantes, c'est la base, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. La reconnaissance publique, un simple merci sincère devant toute l'équipe, a parfois bien plus d'impact qu'une prime, et ça ne coûte rien. Les opportunités de développement, offrir une formation, confier un projet ambitieux, ça montre qu'on investit dans la personne, pas juste dans sa force de travail. Et enfin, l'appréciation entre pairs, la possibilité pour les collègues de se remercier entre eux, ça crée une culture d'entraide incroyablement puissante. Le bon système, il joue sur tous ces tableaux en même temps. Cette phrase, il faut vraiment la laisser infuser. Elle résume tout. On peut imaginer le système de récompense le plus intelligent du monde, avec les algorithmes les plus complexes. S'il est perçu comme une boîte noire, s'il est opaque, s'il génère de la suspicion, alors il est non seulement inutile, mais il est carrément contre-productif. Il va créer de la frustration et de la méfiance. Parce que la confiance, c'est la vraie monnaie d'une organisation. Un système de récompense juste et transparent, c'est l'un des meilleurs moyens de la construire. Les gens doivent non seulement comprendre les règles du jeu, mais ils doivent croire qu'elles sont appliquées de la même manière pour tout le monde. C'est la fondation de tout l'édifice. Bon, on arrive au bout de notre parcours. On a vu le problème, on a étudié l'histoire incroyable de Saturn, on a détaillé la méthode, il est temps de prendre un peu de hauteur et de synthétiser la leçon fondamentale. Si on devait distiller tout ça en une seule idée, ce serait quoi? C'est quoi, au fond, la nature de la vraie récompense? Celle qui ne disparaît pas quelques jours après avoir été reçue. Voici le testament de l'expérience Saturn, les 5 piliers d'une motivation qui dure. Premièrement, la clarté. Je sais où je vais. Deuxièmement, le sens. Je suis récompensé pour des comportements qui incarnent les valeurs de l'entreprise, comme l'entraide ou la créativité. Troisièmement, la diversité. L'entreprise reconnaît ma contribution de plein de manières différentes, pas seulement avec de l'argent. Quatrièmement, l'équité. Je sais que les règles du jeu sont justes. Et cinquièmement, la continuité. La reconnaissance, ce n'est pas un événement annuel, c'est une culture de tous les jours. La vraie récompense, ce n'est pas un objet ou une somme d'argent. C'est le sentiment d'être un membre respecté et valorisé d'une équipe qui accomplit quelque chose d'important ensemble. Allez, on va se quitter là-dessus avec cette dernière question qui est en fait un appel à l'action. Parce que la réponse, elle ne se trouve pas dans un livre ou dans une analyse comme celle-ci. Elle se trouve dans les conversations, dans l'écoute, en observant les personnes avec qui on travaille. Au-delà du salaire, de quoi ont-elles vraiment faim? De plus d'autonomie? De plus de défis? De plus de reconnaissance pour leur expertise? Ou de plus de sens dans leur mission? Trouver la réponse à cette question, ce n'est pas seulement la clé pour bâtir un système de récompense qui fonctionne, c'est la clé pour bâtir une grande équipe. Merci de nous avoir suivis. Si cette analyse vous a donné des idées, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner pour ne rien rater des prochaines.